Alors bonjour à toutes et à tous et merci pour votre participation en présentiel et en distanciel à ce séminaire sur les littératies. Donc, ce séminaire s'inscrit dans le cadre de Pégase, pôle pilote de formation des enseignants et de recherche en éducation. Et j'adresse mes remerciements à Fanny Gimbert de l'Action 3 et à Antonin Duhoux. C'est grâce à lui que le séminaire a lieu aussi en visio et sera diffusé sur la chaîne YouTube de Pégase. Alors nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Olivier De Zutter qui nous vient de l'université de Sherbrooke au Québec. Il est professeur au département de pédagogie de la faculté d'éducation de l'université de Sherbrooke. Il est également titulaire de la chaire de recherche sur la littératie scolaire et directeur du collectif de recherche sur la continuité des apprentissages en lecture et en écriture. Alors Olivier De Zutter est quelqu'un qui a mené un nombre important, impressionnant même de travaux sur l'enseignement du français à tout niveau de la scolarité, en fait, du plus jeune âge jusqu'au public universitaire et auprès de tout type de public, notamment les étudiants en situation de migration, d'exil. Aujourd'hui, il va nous parler de littératie. C'est une notion qui est peut-être difficile à appréhender en contexte francophone de France parce qu'elle n'est pas ou très peu utilisée dans les textes institutionnels en France, alors qu'elle est très utilisée, très présente dans les recherches en éducation à l'échelle internationale. Donc il y a ce hiatus. En gros, pour vous faire une très rapide introduction, mais c'est notre spécialiste qui va développer, il ne faut pas confondre les littératies qui renvoient aux pratiques de lecture et d'écriture en contexte et ce qu'on a pu appeler par le passé l'alphabétisation, donc le fait d'apprendre minimalement à savoir lire et écrire. Et bien sûr, ce renversement de perspective, ce changement de perspective joue aussi sur le rôle de l'école, la vision en fait du statut du rôle de l'école dans les pratiques de lecture et d'écriture. Alors nous allons écouter, c'est Olivier qui va nous en dire plus sur ça, nous allons l'écouter pendant une cinquantaine de minutes, puis la conférence sera suivie d'un temps d'échange avec les participants de la salle et sur Zoom. Temps d'échange animé par Thierry Soubrier du laboratoire Lidilem de l'université Grenoble-Alpes. On t'écoute, Olivier. Merci à Fanny, merci à Thierry, merci à l'équipe de Pégase, merci à vous d'être là, en présence et à distance. Merci de m'offrir cette belle occasion de partager le fruit d'une réflexion que j'ai entamée maintenant il y a presque une dizaine d'années et qui a pris une autre dimension depuis 3 ans avec la création de la chaire de recherche sur la littératie scolaire, qui a été créée dans une dynamique particulière puisqu'elle a été créée par l'équivalent de ce qui serait ici une académie, un centre de services scolaires qui regroupe au Québec 35 écoles primaires et 7 écoles secondaires. Centre de services scolaires qui a souhaité pendant 5 ans soutenir une équipe de recherche universitaire que je coordonne pour travailler en partenariat avec les professionnels du centre de service sur la question de la littératie scolaire. J'ai eu vent du fait que, il me semble qu'il y a quelques jours, on a testé votre ministre de l'Éducation sur ses compétences en orthographe, parce qu'il souhaitait revaloriser la place de ce savoir dans l'évaluation, si j'ai bien compris, de l'épreuve du bac. Donc voilà une préoccupation centrée sur une composante du savoir-écrire, qui est évidemment une composante importante, mais loin d'être unique dans ce savoir-écrire. Et ce fait d'actualité témoigne du fait que dans nos sociétés, dans nos systèmes politiques, régulièrement, on va retrouver sur le devant de la scène des questions qui touchent au niveau de compétences en littératie, en lecture, en écriture, des élèves ou de la population en général. Puis, ce qui est affiché là vous montre que ce n'est pas propre à l'Hexagone, puisque c'est extrait d'un des principaux quotidiens francophones du Québec, Le Devoir, il y a quelques mois, ce gros titre, Le Québec, cancre canadien, donc de la diplomation et de la littératie.
parce qu'évidemment, les deux sont liés. On y reviendra. Le Québec contre canadien dans ce domaine, même si on examine les résultats des grandes enquêtes internationales, en général, les performances des élèves québécois se placent nettement au-dessus de celles des élèves français, quand il s'agit de vérifier avec ces cadres-là les compétences, entre autres en lecture et en littératie. Donc une préoccupation partagée, puis une préoccupation qui est quand même très ancrée aussi dans les milieux scolaires. Je vous ai dit que la chaire sur la littératie scolaire avait été créée par un centre de services scolaires qui regroupe donc une trentaine d'écoles. Et ce centre, comme chacun de ces centres, doit déposer auprès du ministère un plan d'engagement pour la réussite pluriannuelle. Donc dans ce plan 2023-2027, on voit qu'il y a des éléments clairs qui manifestent une volonté d'encore améliorer les performances scolaires des élèves en termes de lecture et d'écriture, qui sont mesurés en particulier à travers les taux de réussite aux épreuves ministérielles, qui viennent baliser le parcours. On voit là augmenter la réussite des élèves de deuxième secondaire à l'épreuve obligatoire en écriture et en dessous l'épreuve en lecture, donc avec la volonté d'augmenter les taux de réussite des élèves. Si on souhaite agir dans ce sens, comment faire? Ce sur quoi nous nous sommes entendus avec les responsables du centre de services scolaires, c'est qu'il était important de commencer par se donner une vision commune de ce que sont les compétences en littératie. Et vous allez voir que dans mon cas, je parle régulièrement du fait que moi, je travaille sur ce que j'appelle le volet écrit de la littératie, puisqu'il y a des définitions, on le verra tout à l'heure, encore plus larges, qui incorporent entre autres les compétences orales, mais moi, je me centre sur le volet écrit de la littératie. Puis on voit aussi que c'est d'ailleurs ce qui est souvent au centre de l'attention à l'école, parce qu'il n'y a pas, par exemple, au Québec, d'épreuves ministérielles qui vérifient les compétences orales. Les épreuves ministérielles qui conditionnent l'obtention du diplôme en fin de secondaire, elles sont centrées sur l'écrit. Donc, s'entendre sur ce qu'on met derrière les compétences en littératie, s'entendre sur leur importance, sur la réussite scolaire, et essayer de s'entendre aussi sur ce qui peut avoir un impact sur le développement de ces compétences. Mais pour savoir ce qui peut avoir un impact sur ce développement, il faut sans doute aussi chercher à mieux comprendre comment se développent les compétences en lecture, en écriture des élèves dans un moment où tout bouge tellement vite. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui lire-écrire? Qu'est-ce que ce sera dans 2 ans, dans 5 ans? Je ne le sais pas, mais je sais que ça va bouger et que ça va continuer à bouger. On y reviendra. Aujourd'hui, j'écris en parlant à mon téléphone. Et la personne va recevoir un message sans savoir si je l'ai encodé en tapant sur un clavier ou si j'ai simplement encodé ça par un énoncé oral. Donc, mieux comprendre comment se développent les compétences en lecture et en écriture, et puis, dans l'esprit de cette chaire de recherche, qui est vraiment une chaire pensée en partenariat avec le milieu professionnel, et donc qui a une partie de son mandat qui concerne le soutien au développement professionnel du personnel scolaire. Donc, comment mobiliser l'ensemble du personnel scolaire pour soutenir le développement des compétences en littératie de tous les élèves. Pour le dire d'une autre manière, ce n'est pas que l'affaire des enseignantes et enseignants de français, ou ce n'est pas que l'affaire de la case horaire du français dans la vie scolaire d'un élève. Cet après-midi, je vais vous apporter quelques éléments à propos des 2 premiers points, la vision commune et essayer de mieux comprendre ce qui se passe. Je n'aurai pas le temps de développer le 3e, je vais de temps en temps simplement l'effleurer. Pourquoi est-ce que c'est important d'essayer de mieux comprendre comment ça se développe, les compétences en lecture et en écriture? C'est parce que ça reste quand même des compétences qui contiennent une part de mystère. Comment se développe-t-on, devient-on lectrice ou lecteur? Comment se développe-t-on, devient-on scriptrice ou scripteur? Voilà un extrait que je cite souvent de Agnès de Sarthe, l'écrivaine de chez vous, qui écrit à la fois pour les jeunes et pour les adultes, et qui, il y a quelques années, a partagé un peu son autobiographie
donc de lectrice, comment j'ai appris à lire. Et voilà ce qu'elle nous dit. Apprendre à lire a été pour moi une des choses les plus faciles et les plus difficiles. Cela s'est passé très vite, en quelques semaines, mais aussi très lentement, sur plusieurs décennies. Déchiffrer une suite de lettres, la traduire en son, fut un jeu. Comprendre à quoi cela servait fut une traversée souvent âpre et, jusqu'à l'écriture de ce livre, profondément énigmatique. J'ai organisé ce que j'ai envie de vous partager en 3 temps. Tout d'abord, un cadrage un peu général sur le cadre de référence sur la littératie, sur lequel nous avons travaillé il y a quelques années dans un cadre particulier que j'évoquerai. Comment nous en sommes venus progressivement à nous intéresser plus spécifiquement à la littératie scolaire et ce qu'on met derrière cette étiquette-là. Et puis, vous donner quelques échos d'une recherche en cours, projet de recherche longitudinal qui s'étale sur 3 ans. On est à la fin de la 2e année de ce projet qui vise à mieux comprendre comment se développent les compétences de lecture et d'écriture des élèves. Et dans ce projet, on regarde à la fois l'évolution des compétences à travers certaines performances, mais aussi la recomposition du rapport à l'écrit, une notion centrale dans nos travaux, j'y reviendrai. Vous aurez compris aussi que quand je parle d'écrit, j'inclus à la fois la lecture et l'écriture. Ça vous convient? Bon, alors, cadre général sur la littératie. La littératie est à la mode. J'ai introduit sur mon ordinateur un outil de repérage systématique. Là, presque chaque semaine, je reçois un avis comme quoi on a accolé au terme littératie un autre terme. Les 3/4 du temps, en ce moment, chez nous, au Canada, le plus souvent, on met de l'avant les travaux qui concernent la littératie financière. Mais on a parlé bien avant de littératie numérique, on peut parler de littératie environnementale, de littératie agricole, de littératie familiale, de littératie communautaire, de littératie universitaire, de littératie alimentaire. Plus récemment, je voyais encore la littératie physique, exploité par nos collègues que vous appelez quoi, STAP ou comment, des choses comme ça, voilà, STAPS, voilà. Littératie physique, mais regardez comment elle est définie. La littératie physique, c'est les habiletés, la confiance et l'envie de bouger qui met un enfant en mouvement pour la vie. Quel rapport avec la littératie, si on considère le sens étymologique du terme littéra, la lettre? Donc, ce que je trouve intéressant, a priori, dans toutes ces déclinaisons, pour un certain nombre d'entre elles, c'est qu'elles mettent l'accent sur les multiples sphères d'activité dans lesquelles les personnes sont engagées dans des activités de lecture et d'écriture. La littératie médicale, elle comprend la capacité de lire une notice de médicament, de lire la prescription, d'aller sur Internet s'informer, etc. On est bien dans des activités de lecture. Quand on parle de littératie financière, en partie, il y a des opérations aujourd'hui que je fais sur écran pour gérer mon budget. Il y a des informations que je dois rentrer, je dois écrire des choses. Il y a des informations dont je dois prendre connaissance, donc je lis et j'écris. On voit que dans le cas de littératie physique, c'est moins évident. Mais en général, quand on va parler aujourd'hui de littératie environnementale, etc., ça suppose un traitement de documentation. Donc, il y a cet intérêt-là de montrer comment, dans aujourd'hui, une grande diversité de sphères d'activité, les activités de lecture et d'écriture sont mobilisées. La limite de ces déclinaisons, c'est justement, dans certains cas, d'associer littératie à éducation à. Quelle différence entre la littératie environnementale et l'éducation à l'environnement? Ce qu'on a vu tout à l'heure, la littératie physique, pourquoi pas appeler ça de l'éducation à la santé, etc., physique. Donc, oubliez en fait que dans la plupart des cas, et surtout dans nos sociétés scriptocentrées, la plupart des éducations et des connaissances, elles passent par des pratiques de l'écrit. Et là, tu as fait allusion à cela tout à l'heure, c'est vraiment le cadre que j'emprunte davantage, à la suite, entre autres, des travaux sur les New Literacy Studies, etc., c'est d'aller plus dans le sens des pratiques de l'écrit que littératie égale alphabétisation et compétences minimales de base, on y reviendra.
justement, ce terme littératie, on lui a proposé toutes sortes de définitions que j'ai appelées là ici en extension. Une des définitions qui est le plus souvent utilisée, parce que c'est celle-là qui sert, entre autres, pour les fameuses enquêtes internationales. C'est celle de l'OCDE, dans les années 2000, qui définit la littératie comme l'aptitude à comprendre et à utiliser l'information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail, etc. Alors, on voit qu'ici, on était sur la focale exclusive de la compréhension, de la lecture. Progressivement, on a des définitions. J'ai repris une définition du ministère de l'Ontario, parce que le terme littératie est un terme qui a été très utilisé d'abord et avant tout dans les autres provinces canadiennes que le Québec. Je signalais tout à l'heure que, par exemple, dans le programme officiel de l'éducation, du ministère de l'Éducation, même le programme de français au Québec, le terme littératie, jusqu'à tout récemment, n'apparaissait pas. Alors qu'il est présent depuis 15-20 ans en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique. Donc là, en Ontario, on voit que tout à coup, on élargit. Capacité d'utiliser le langage et les images dans des formes riches et variées pour lire, écrire, écouter, parler, voir, représenter, discuter, penser de façon critique. Dans ces deux définitions, on reste centré sur les individus. Et vous allez voir que dans une autre définition proposée par certains de mes collègues de l'UQAM, eh bien là, on élargit encore la perspective, puisqu'on va parler cette fois-ci de la capacité d'une personne, d'un milieu et d'une communauté à comprendre, communiquer de l'information par le langage sur différents supports, etc. Donc, élargissement à la fois dans les compétences ciblées, lecture, écriture, orale, mais aussi élargissement dans les personnes concernées. Pas seulement, on parle pour ces personnes-là de littératie, pas seulement en lien avec une compétence individuelle, mais avec une compétence d'une collectivité. Par rapport à ces extensions de la définition, je reviendrai sur ma propre définition, mais je voudrais aussi vous montrer que lorsqu'on parle en général de littératie, ça a été évoqué dans l'introduction par Fanny, on a souvent un peu deux visions. Une vision qu'on pourrait appeler plus restreinte et une vision plus élargie. J'ai pris volontairement deux extraits d'équipes françaises qui ont travaillé sur la lecture et qui abordent la question de la littératie et qui utilisent le terme dans une acception différente. Première équipe, à gauche, on voit, donc extrait d'un article « Littératie précoce et apprentissage de la lecture », l'acquisition de l'écrit comme un continuum allant des compétences de littératie précoce développées avant l'entrée au primaire jusqu'à la maîtrise de la lecture et de l'écriture. Et puis, les compétences de littératie précoce correspondent à l'ensemble des habiletés et des connaissances qui sont nécessaires au traitement de l'écrit, etc., qui apparaissent. À gauche, petit commentaire dans la vision dans laquelle s'inscrivent mes propres travaux et ceux de mon équipe. Nous mettons de l'avant, comme bien d'autres, le fait que, pour nous, il n'y a jamais de maîtrise de la lecture et de l'écriture. Pour nous, ce sont des compétences en développement continu, pour différentes raisons. On y reviendra. Alors qu'ici, on voit qu'on place les choses, littératie précoce, et puis on aboutit à une maîtrise. De l'autre côté, on va avoir une toute autre perspective. Devenir lecteur-scripteur ne se fait pas seulement par l'acquisition de compétences techniques, cela passe aussi par un processus d'acculturation qui peut être défini comme un travail d'appropriation et de familiarisation avec la culture écrite, ses œuvres, ses codes linguistiques et ses pratiques sociales. Donc là, on voit bien tout le courant des New Literacy Studies, etc. Alors, ici, on voit bien ces deux perspectives. Vous allez voir que, dans mon cas, je suis plutôt influencé par les travaux auxquels se réfère, dans ce cas-ci, l'équipe de droite, sans exclure l'importance de travailler aussi, évidemment, sur l'acquisition des compétences de base. Donc, pour moi, et lorsqu'on avait, en 2018, à la demande... C'est intéressant parce que ce travail-là, on l'avait fait en 2018 à la demande d'organismes qui n'étaient pas des gens qui travaillaient directement dans l'enseignement. C'était des gens qui travaillaient dans le soutien à la réussite scolaire et éducative, mais en dehors du cadre traditionnel de l'école. Des associations, des regroupements soutenus par des municipalités, des bibliothèques publiques, etc. Et ces groupes-là nous avaient dit, est-ce que vous pourriez essayer de nous faire une synthèse des travaux sur la littératie et nous proposer un cadre de référence?
Dans ce cadre-là, on avait donc proposé cette définition, hein, la littératie, volet lecture-écriture, c'est la capacité de s'approprier le monde de l'écrit dans sa double dimension, lecture-écriture, pour répondre à des besoins d'ordre personnel, scolaire ou professionnel. Vous allez voir que de là, on est alors venu progressivement à nous intéresser au contexte particulier qui est celui de l'école et à la littératie scolaire. Dans cette définition, pour nous, il est important aussi, si on s'intéresse à la littératie, de prendre en compte à la fois des facteurs endogènes liés aux apprenants, mais aussi, et c'est ce que nous ont appris les travaux du groupe sur les New Literacy Studies, hein, les facteurs exogènes liés au contexte, aux environnements, et en reconnaissant l'interrelation entre ces facteurs. Par ailleurs, je l'ai dit, pour nous, la littératie, elle doit être pensée dans une vision dynamique, hein, des compétences en développement continu, sous l'influence des nouvelles pratiques sociales, mais aussi médiatiques. Il y a de nouveaux genres de communication qui s'inventent en permanence, qui se codifient en permanence avec l'évolution des technologies. Et donc, il y a toujours de nouveaux apprentissages d'ordre littératique à réaliser. Si on veut essayer de comprendre comment ça se développe, ces compétences en littératie, qu'est-ce qu'on va chercher comme prise d'information ? Eh bien, on voit ici, j'ai repris un extrait du Conseil supérieur de l'éducation du Québec qui date déjà de 2013, qui nous dit il y a deux perspectives. On peut examiner la littératie sous l'angle de la mesure du niveau de compétence. Hein, c'est les grandes enquêtes, PISA, Peirce, etc. C'est ça qui est là au cœur de ces travaux-là. Hein. Donc, compétences alors surtout d'ordre cognitif et technique qu'on considère comme transférables, etc. Mais on peut aussi, deuxième paragraphe, s'intéresser au rapport à l'écrit. C'était un rapport du Conseil de l'éducation là, sur l'éducation des adultes, donc on parle ici rapport à l'écrit des adultes, mais évidemment ce qui est mis pour adultes vaut plus largement, hein. Et donc s'intéresser au rapport et aux pratiques de l'écrit, hein, et qu'ils mettent en œuvre au quotidien. Donc on voit ces deux perspectives. Donc dans nos travaux, pour nous, et c'est une différence avec ce qui se réalise, pour ce que j'en ai compris, entre autres, dans le projet Pégase, qui a tout un volet aussi de mise en œuvre dans les classes et d'évaluation de la mise en œuvre de certains dispositifs qui ont été pensés selon certains cadres particuliers. Dans notre cas, nous ne sommes pas dans des recherches à visée évaluative, mais exclusivement, dans un premier temps, dans des recherches à visée compréhensive, et on essaie de comprendre des compétences qui sont situées et en développement continu. Pour nous aussi, vous l'avez déjà saisi à la suite, entre autres, des travaux de Jacqueline Lafont-Terranova et d'autres, nous considérons que ce qu'on va ranger sous le rapport A est une partie intégrante des compétences, ce n'est pas quelque chose à part. Donc si je m'intéresse à la compétence, il faut aussi que je travaille sur le rapport A, ce qui veut dire que si je veux prendre de l'information sur la compétence, je dois prendre l'information là-dessus, mais si je me projette après dans des pratiques d'enseignement, ça veut dire que si je veux soutenir le développement de la compétence vue comme ça, je dois aussi, de manière explicite en classe, travailler autour du rapport A, et pas exclusivement sur les compétences d'ordre technique, on y reviendra tout à l'heure. Enfin, donc, comme je viens de le dire, du coup, il nous semble que pour essayer de comprendre ce qui se passe, il faut, j'ai mis volontairement des pluriels, hein, multiplier les prises d'informations complémentaires sur deux plans. D'une part, comme on l'a vu dans le rapport du Conseil de l'éducation, la mesure des compétences, mais aussi donc, les différentes dimensions du rapport à l'écrit. Enfin, ces prises d'informations, évidemment, elles sont utiles pour nous, chercheurs, mais nous soutenons l'idée, et on l'a travaillé depuis 2 ans avec des équipes d'enseignants dans le cadre de ce qu'on appelle des communautés d'apprentissage professionnel, qui sont mises en place dans le cadre de la chaire aussi, hein, pour soutenir leur développement. On travaille en formation continue intégrée là aux pratiques avec les enseignants. Bien, pour nous, ces prises d'informations, elles sont utiles pour la recherche, mais elles sont aussi utiles pour l'ajustement des interventions didactiques. Et donc, je m'inscris dans cette perspective, dans la voie de ce qu'Alté déjà pointé comme étant ce qu'il appelait une didactique praxéologique qui tire ses savoirs de l'action pour les retourner vers l'action. Ça va jusqu'à présent ? Alors, on en vient au deuxième volet, la littératie scolaire.
le lien entre école et littératie. Évidemment, l'école n'est qu'un des contextes où se développent et s'exercent les compétences en littératie. Et donc l'école a tout intérêt, j'insisterai là-dessus tout à l'heure encore, à ne pas oublier que ces compétences, elles s'exercent aussi dans d'autres contextes, et donc à aller de temps en temps chercher de l'information sur ce qui se passe dans ces autres contextes. La famille, la communauté, la société, etc. Tout ne se joue pas à l'école, ça commence bien avant. Vous connaissez comme moi les travaux qui ont révélé il y a déjà quelques années qu'un enfant qui commence ses premiers apprentissages de la lecture en primaire ne va pas commencer cet apprentissage dans les mêmes conditions si, avant d'entrer à l'école, il a été dans sa famille habitué à ce qu'on lui lise des histoires de manière régulière avant de s'endormir, s'il a vu des parents manipuler des livres, s'il y avait des livres présents à la maison, etc. Eh bien, cet enfant-là ne va pas développer cette compétence dans les premiers apprentissages. De la même manière qu'un qui n'a pas bénéficié de tout ça, donc c'est déjà une première source d'inégalité, on y reviendra. Donc tout ne se joue pas à l'école, ça commence bien avant, ça se poursuit aussi bien après. On n'a jamais fini d'apprendre à lire et à écrire, mais rien ne se joue sans l'école. Et à l'école, on pourrait ajouter, à l'école, ça se joue d'une manière particulière, et on sait combien un des enjeux essentiels pour la réussite scolaire, c'est comprendre les règles du jeu dans lequel ça se joue à l'école. Je vous renvoie à tous les travaux de l'équipe d'Elisabeth Bautier et autres, là, sur tous les malentendus qui soutiennent finalement le fait qu'un certain nombre d'élèves restent en échec scolaire. C'est parce que justement, ils ne comprennent pas bien le jeu particulier qui se joue. Et on va voir d'où la question du jeu particulier qui se joue dans les usages scolaires de la lecture et de l'écriture. Parce qu'à l'école, on lit et on écrit d'une certaine manière pour certaines raisons qui ne correspondent pas toujours aux pratiques extrascolaires. Et chacune et chacun de vous pourrait témoigner, finalement, si on en avait le temps, combien dans votre rapport à la littératie, quand même, l'expérience scolaire a eu une influence considérable. Parfois positive, parfois négative. J'aime bien présenter l'école, parce que souvent on dit il y a le foyer en pensant à la famille, mais pour moi l'école c'est un foyer de littératie. Qui doit jouer un rôle compensateur par rapport au contexte familial, ce que j'évoquais tout à l'heure. Un enfant qui n'a pas bénéficié de stimulation autour du monde de l'écrit à la maison, il faut que très vite à l'école, on puisse lui permettre de vivre ces expériences-là et de les multiplier. Mais l'école, c'est aussi le premier lieu des apprentissages formels. On dit souvent, apprendre à parler, on le fait en dehors de l'école. Apprendre à lire, à l'écrire, c'est à l'école que ça s'inscrit de manière formelle. Et la littératie est évidemment la clé de la réussite scolaire. À l'école, on lit et on écrit pour apprendre, mais aussi, et c'est déjà une spécificité de l'usage de l'écriture scolaire, par exemple, à l'école, on écrit pour démontrer ce qu'on sait, ce qu'on a appris. Il n'y a quasi pas de situation similaire en dehors de l'école. En général, en dehors de l'école, je n'écris pas à quelqu'un pour lui démontrer que j'ai appris quelque chose. Donc, et ça se passe dans l'ensemble des disciplines scolaires. Donc l'école, c'est vraiment aussi le lieu d'initiation à des pratiques scolaires de lecture et d'écriture. Dans la vie de tous les jours, un lecteur, une lectrice, il ne remplit pas un questionnaire de compréhension après avoir lu un texte. À l'école, encore bien souvent, c'est ce qui se passe. Donc lire, ça va être associé à ça. Dans la vie de tous les jours, un lecteur, une lectrice, rarement il est amené à faire un résumé écrit du livre qu'il a lu. Donc l'école a ses propres pratiques de lecture et d'écriture associées aussi donc au monde de l'écrit, mais aussi l'école, c'est le lieu d'initiation pas seulement à des pratiques scolaires, mais à des pratiques culturelles, ce qu'on pourrait appeler des pratiques littéraciques, qui dépassent l'école. Par exemple, pour certains enfants, c'est grâce à l'école qu'ils vont pour la première fois mettre les pieds dans une bibliothèque. Si ça ne se fait pas avec la famille, c'est grâce à l'école qu'on va fréquenter ce type de lieu. Certains enfants, pour la première fois, grâce à l'école, vont éventuellement avoir l'occasion de rencontrer une autrice ou un auteur.
Ils vont peut-être pour la première fois, grâce à l'école, aller à un salon du livre. Très populaire au Québec, les salons du livre. Et la journée la plus complète, c'est celle qui est réservée aux écoles. Il y a des centaines et des centaines et des centaines d'élèves qui vont au salon du livre avec leurs enseignants. Pour une partie de ces élèves, si l'école n'existait pas, c'est une expérience qu'ils ne pourraient pas vivre. La première fois que j'ai vu un texte écrit en français qui parlait de littératie scolaire, c'est un texte qui a été écrit par Madame Delarue-Breton et Elisabeth Bautier, et pour moi, ça a tout de suite résonné. Parce que dans la manière dont elle présente les choses, on voit bien que pour elle, la littératie scolaire intègre les trois dimensions qui m'intéressent et qui correspondent un peu, pour les deux premières, à nos deux colonnes de tout à l'heure. En tenant compte de son inscription dans un environnement plus large, l'école constitue un environnement littératie spécifique, car les élèves y apprennent non seulement les bases de la maîtrise de la langue, c'était notre littératie précoce de tout à l'heure, mais aussi les divers usages scolaires de la lecture et de l'écriture, donc on passe dans la colonne de droite, ainsi que le rôle de la lecture et de l'écriture dans la construction et la communication des savoirs dans les différentes disciplines scolaires. Merci. Il y a toute une littérature en anglais que je commence à découvrir davantage, qui porte très précisément sur le concept de disciplinary literacy, les littératies disciplinaires. Donc, pour moi, la littératie scolaire, comme en témoigne le titre proposé pour cette intervention, c'est une vision élargie du savoir lire, écrire à, pour et grâce à l'école. On écrit et on lit d'une certaine manière à l'école. On écrit et on lit d'une certaine manière pour l'école, pour réussir à l'école. Pour réussir à l'école, dans l'ensemble des disciplines, je dois maîtriser un certain nombre de choses en termes de lecture et d'écriture. Et puis, j'apprends des choses à l'école que je n'apprendrais pas si l'école n'existait pas. Donc, lire et écrire grâce à l'école. Dans un certain nombre de cas que j'évoquais tout à l'heure, où avec cette multiplication des champs auxquels on applique le terme de littératie, dans un certain nombre de ces cas, on met l'accent sur une visée, littératie financière, médicale, physique. L'idée, c'est de rendre une personne capable de répondre à des besoins de base. Gérer mon budget pour la littératie financière. Mais dans d'autres cas, lorsqu'on parle de littératie familiale, de littératie communautaire, dans ce cas-là, la focale, elle est plutôt sur le contexte d'apprentissage et sur les personnes qui peuvent jouer un rôle clé dans le développement des compétences. Donc pour moi, la littératie scolaire recouvre à la fois une visée et un contexte d'apprentissage spécifique. La visée, c'est de permettre au plus grand nombre d'élèves de s'approprier les connaissances et les habiletés nécessaires en lecture-écriture pour réaliser les apprentissages scolaires attendus dans l'ensemble des disciplines, pour réussir à l'école, mais aussi plus largement pour se développer en tant que personne et citoyen. Et le contexte, c'est vraiment considérer ce que l'école, et pas seulement, comme je le disais, les personnes qui sont en charge d'enseigner la lecture et l'écriture, mais l'ensemble du personnel scolaire, permet de développer en matière de littératie en complément d'autres contextes. Et j'ai souligné combien à ce niveau-là, il y a un enjeu majeur de justice sociale. Donc, une manière de présenter les choses à travers ce diagramme un peu avec des cercles inclusifs. Donc, il y a aujourd'hui des définitions de la littératie, je l'ai signalé, extrêmement larges, qui comprennent l'ensemble des compétences, y compris les compétences orales. À l'intérieur de ça, on peut s'intéresser, ce que je fais exclusivement à la littératie, au volet écrit de la littératie. Et dans ce volet écrit de la littératie, moi, je le centre sur la littératie scolaire. Et à l'intérieur de la littératie scolaire, j'inclus, comme dans la définition tout à l'heure de Delarue-Breton, les littératies disciplinaires. Alors, penser cette question de la littératie à l'école, c'est pour moi, comme en atteste le titre que j'avais proposé, une extension du domaine du savoir lire-écrire, une extension relative à la durée de l'apprentissage. Je vous ai dit, pour nous, on n'a jamais fini d'apprendre à lire et écrire. Puis on le sait pour les gens, y compris qui sont dans la salle, qui travaillent sur la littératie universitaire,
On sait qu'il y a encore des apprentissages à faire en lecture, en écriture et des genres à s'approprier lorsqu'on est dans les études supérieures. Une extension relative aux objets d'apprentissage, au contexte et aux environnements d'apprentissage et aux acteurs, puisqu'il y a à la fois des acteurs dans le milieu scolaire et extrascolaire. Je vais rapidement aller sur les objets et les contextes. Les visions élargies des objets d'apprentissage. Je l'ai dit tout à l'heure, si je veux travailler le développement des compétences en littératie telles que je les conçois, je ne peux pas me contenter uniquement de savoirs techniques, il faut les travailler, mais il faut les articuler évidemment avec des savoir-faire en situation, donc des pratiques, mais il faut aussi prendre en compte tout ce qui va être relié au rapport A et donc en partie aussi les représentations, mais on va aussi devoir travailler explicitement avec les élèves sur les fonctions de la lecture et de l'écriture. Pourquoi j'écris et je lis dans cette situation-ci? À quoi ça me sert? Et les fonctions peuvent être multiples. Je peux lire pour me distraire, je peux lire pour apprendre, je peux écrire pour demander quelque chose, je peux écrire pour partager une émotion, etc. On va évidemment se centrer sur l'apprentissage de genre, y compris, si on est dans la perspective de la littératie scolaire, les genres spécifiques aux différentes disciplines scolaires. Des travaux essentiels qui ont été menés, entre autres, par les équipes de Bordeaux, ici, il y a quelques années. Par exemple, sur Martine Jobert, entre autres, là, et Maryse Rebière, sur la description, montrer comment c'était différent d'écrire dans une classe de sciences ou d'écrire dans la classe de français. Mais on va aussi travailler avec les élèves sur la lecture et l'écriture dans la perspective de les s'approprier le monde de l'écrit, c'est-à-dire de montrer aussi qu'il y a aussi des institutions qui régissent un certain nombre de pratiques. Il y a des institutions qui régissent la langue, donc on va travailler avec les élèves sur à quoi ça sert une académie française, ou à quoi ça sert un dictionnaire, ou à quoi ça sert telle ou telle institution qui est liée à la langue. On va aussi travailler donc des médiums, des supports en transformation, et donc on va être dans une perspective d'acculturation et avoir sur tout cela un regard critique. Je vais un peu vite là-dessus. Donc, vision élargie, je vais passer là-dessus. Si je veux penser donc le développement des compétences en littératie scolaire, évidemment, je dois prendre en compte le fait que c'est une réalité multifactorielle. J'ai beaucoup parlé de l'influence du milieu, de la société, les élèves, l'infrastructure, les espaces et les accès au matériel. Je vais revenir sur la notion d'environnement littéracier, les pratiques d'enseignement, les pratiques d'évaluation qui conditionnent évidemment les pratiques d'enseignement, mais aussi la collaboration interprofessionnelle. Quand je parle de l'influence du milieu, nous avons réalisé dans le cadre de la chaire une enquête auprès d'une centaine d'enseignantes du primaire, des différentes écoles avec lesquelles on travaille. Et une des questions de cette enquête était la suivante: est-ce qu'elles avaient l'impression que les caractéristiques du milieu de l'école avaient une influence sur les compétences en lecture, en écriture? Les 3/4 estiment que, effectivement, le milieu a une influence, et dans ces 3/4, la grande majorité des personnes estiment que le milieu a une influence défavorable sur le développement des compétences en littératie. Perception de ces enseignantes au primaire. Reuter, dans son dernier ouvrage, là, un peu de synthèse sur l'échec scolaire, il dit qu'une partie de l'échec scolaire se tient quand même aussi du côté des élèves à une certaine opacité de ce qui leur est demandé, mais aussi du côté des personnes enseignantes qui connaissent très peu ces réalités externes, ce qui se passe réellement dans le milieu, dont on estime ici qu'il a une influence néfaste. Et puis, pour faire un clin d'œil à Thierry, quelle influence du numérique? Eh bien, 90% des enseignants estiment que l'omniprésence du numérique en dehors de l'école est nuisible au développement des compétences en littératie. On ne va pas trop aborder ça maintenant, mais voilà. Donc, les travaux que nous menons et le travail de recherche que nous avons entamé, dont je vais vous rendre compte aussi pour les minutes qui me restent, ils sont organisés autour de ce cadre-ci, pour nous, le développement des compétences en littératie, et ce cadre présente autant de volets sur lesquels il nous semble intéressant de recueillir des informations en termes de recherche, mais comme je l'ai dit aussi, autant d'éléments qui sont des lieux possibles d'intervention. Donc, je peux travailler
sur la construction et les recompositions du rapport à l'écrit dans ses différentes dimensions. Vous connaissez bien les travaux sur le rapport à l'écrit. Là, j'ai repris les différentes dimensions. Il y a différentes manières de les présenter, mais généralement, moi, j'utilise plutôt ces quatre-là, la dimension affective, axiologique, cognitive et métacognitive et la dimension praxéologique. Deuxième élément, non seulement je vais travailler et permettre aux élèves de me faire part de leur rapport à l'écrit, mais je vais aussi veiller en tant que personne enseignante à varier et à rendre très fréquentes les situations de contact avec l'écrit, en lecture, en écriture, et penser ces situations de contact avec des degrés d'accompagnement, de préparation, de médiation différents. Troisième élément sur lequel je peux agir, c'est sur ce qu'on a proposé d'appeler les environnements littéraciés. Environnements littéraciés qui se passent dans mon espace de classe, mais qui peuvent se passer aussi sur le plan de l'ensemble de l'école. Environnement littéracier qu'on distingue sous trois plans. L'environnement physique, les espaces dans lesquels on lit, on écrit. L'environnement linguistique, les langues dans lesquelles on lit et on écrit. Encore trop souvent aujourd'hui, on pense la lecture et l'écriture en silo, dans une langue par rapport aux autres, en oubliant. Et les élèves l'oublient eux-mêmes souvent que, par exemple, inévitablement, quand on leur demande, ce que j'ai fait encore la semaine passée à des élèves de 12 ans, est-ce que tu lis et tu écris dans d'autres langues ? Ah, pour certains, oui, parce qu'ils viennent dans des contextes où les langues ont une présence dans le milieu familial. Dans d'autres, c'est non. Mais ils oublient que ça fait 4 ans qu'ils suivent des cours d'anglais à l'école. Et qu'ils lisent et qu'ils écrivent en anglais. Très rare chez nous au Québec qu'il y ait une vision concertée du soutien au développement des compétences en lecture, en écriture, entre les enseignants de français et les spécialistes qui enseignent l'anglais comme deuxième langue. Donc, environnement linguistique, mais aussi les environnements sociaux. Donc, quelles sont les personnes avec lesquelles j'interagis autour des activités de lecture et d'écriture? Et puis, enfin, pour penser ce développement de compétences, je l'ai déjà évoqué, il faut songer au fait qu'il faut là aussi élargir le cercle, et donc qu'il y a des interventions de différentes personnes qui peuvent agir à titre d'actrices et d'acteurs de changement en matière de littératie. Vous retrouverez tous ces éléments-là dans le document cadre là, de 2018. Un écho très rapide à deux, mais on va en faire qu'un. Alors, chantier justement relatif à ce que je viens d'évoquer, à savoir l'environnement littéracier. On a, dans le cadre de la chaire, parallèlement au projet de recherche longitudinale avec une prise d'information auprès des élèves, à la demande du centre de service, on a fait un état des lieux des bibliothèques scolaires et de leurs concurrentes depuis une quinzaine d'années au Québec, les bibliothèques de classe. Chaque enseignant a créé, ou chaque enseignante a créé son propre univers dans sa classe. On retrouve dans des classes 200, 500 livres, un coin lecture aménagé de manière particulière. Dans la classe d'à côté, si c'est une enseignante qui vient d'arriver dans l'école, etc., on va retrouver 30 livres, on va retrouver, etc. Donc, il y a à ce niveau-là eu un développement important de ce qu'on appelle donc les bibliothèques de classe. Et on a demandé aux enseignants, dans notre enquête, c'est 97,8% qui disent que dans leur classe, il y a un espace spécifique dédié à la lecture, qui a des supports, etc. Même si, en parallèle, il existe une bibliothèque à l'école et que souvent l'horaire prévoit une visite à la bibliothèque. Fait intéressant, quand on a demandé pourquoi vous allez avec vos élèves à la bibliothèque, et avec notre perspective littératie scolaire, essentiellement la bibliothèque sert uniquement de lieu d'emprunt. Aucune enseignante, aucun enseignant du primaire qu'on a interrogé là sur les 135 n'a dit qu'il allait à la bibliothèque scolaire pour faire une recherche documentaire avec ses élèves. Alors, réflexion sur les bibliothèques scolaires, mais aussi réflexion sur l'espace régulier de lecture-écriture à l'intérieur de la classe. Voilà des photos, j'imagine que certaines classes d'ici ressemblent à ça. Souvent un environnement qui est sursaturé d'écrits. Est-ce qu'en tant qu'enseignante ou enseignant, j'ai déjà pensé à l'aménagement de l'espace physique de ma classe comme environnement littéracier? Qu'est-ce que je donne à lire sur les murs de ma classe, à quel moment, pourquoi, quels sont les espaces qui sont consacrés à la lecture et à l'écriture. Regardez ici, voilà, quand je disais sursaturé, on affiche tout. À quoi ça sert? Comment on s'y retrouve dans tout ça? Donc moi, c'est la première chose que je fais quand je vais dans les classes, je prends des photos des murs, mais du tableau. Et puis, comme je l'évoquais, on a dans
depuis une vingtaine d'années, développé aussi des coins spécifiques pour la lecture. Le coin lecture. Ici, on est chez des petits. Voilà un autre, la tente de lecture, etc., très populaire. Mais ce qu'on voit encore très peu, c'est des coins écriture. Pourquoi est-ce qu'il faut un coin pour aller lire à son aise, et quand il faut écrire, je dois revenir à la table donc avec les enseignantes avec qui on travaille dans les communautés d'apprentissage professionnel, on a développé un peu cette idée de les encourager à réfléchir à la possibilité d'instaurer dans leur classe des coins écriture. Voilà un exemple qu'une enseignante a mis en œuvre dans sa classe, d'un coin écriture. Et non seulement elle a développé un coin écriture, mais on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que les élèves vont faire dans ce coin écriture? Donc on leur met toutes sortes de choses à disposition. Et cette enseignante, elle a modifié son rituel. Au Québec, c'est très très présent. Après la récréation, souvent, le 15 minutes de lecture autonome. Ça calme les élèves, ils rentrent en classe, ils sont très habitués, c'est un rituel bien organisé, ils savent où ils doivent aller, qu'est-ce qu'ils doivent faire, ils doivent choisir un livre dans la bibliothèque de classe, ils s'installent et 15 minutes de lecture autonome. Cette enseignante a décidé que maintenant ce 15 minutes, ce serait un 15 minutes de lecture ou d'écriture libre. Et elle a ouvert le coin écriture. Et elle s'est rendue compte que des élèves allaient dans le coin écriture et pas dans le coin lecture. Pas toujours ceux auxquels elle pensait. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils vont y faire? Donc, on a travaillé avec les enseignantes un paquet de création de fiches pour des improvisations écrites, sur le modèle de l'improvisation théâtrale, des principes de créativité qu'on connaît bien. Je ne sais pas à quoi je vais écrire aujourd'hui, je tire ma fiche et voilà ce qu'on me propose. Sujet, ce qui se passe dans la salle des profs, longueur 3 à 5 phrases, contrainte, doit contenir le mot micro-ondes, catégorie, description humoristique. Ça m'inspire pas, je tire une autre fiche. Okay. L'enseignante a été surprise de voir comment certains élèves utilisaient ce quart d'heure pour tout à coup s'engager dans la production d'écrits en utilisant cette ressource-là parmi d'autres. Alors, je veux maintenant vous parler, mais il ne me reste plus grand-chose, 5 minutes, oh là là, allez 10, c'est ça du projet en cours, donc, où on est allé chercher de l'information auprès des élèves sur la question donc, de l'évolution des compétences. Je veux dire, un projet de recherche longitudinale, donc l'objectif de mieux comprendre comment se développent les compétences en lecture et en écriture, en particulier des élèves plus vulnérables. Donc, projet de suivre durant 3 ans, du début de la 5e primaire chez nous, donc 11 ans, jusqu'à l'entrée en première secondaire, donc c'est l'équivalent du collège chez vous, sans doute. Donc, finalement, on va suivre les élèves de 11 à 13 ans, 13 ans et demi. Des prises d'informations sur les 2 plans, la mesure des compétences en lecture et en écriture. Donc les élèves passent des tests sur leurs compétences en écriture, le fameux test Wyatt en début et en fin d'année. Même chose pour l'écriture. Pour la lecture, c'est un test de compréhension, la batterie Adèle montée par mes collègues de l'UQAM. Il s'agit de la compréhension d'un texte informatif, c'est important de le préciser. Et en parallèle, et donc là on a constitué un échantillon de 185 élèves répartis sur 12 classes dans 9 écoles différentes. En parallèle, on réalise avec un échantillon plus restreint, 85 élèves environ, des mini-entrevues, là aussi au début et à la fin de l'année scolaire. Donc on va chercher davantage d'informations sur leur rapport à l'écrit dans ces différentes dimensions. Projet qui a débuté l'année dernière, donc je le disais, nous sommes maintenant au temps 4, mais les collectes de données se sont faites la semaine passée, la semaine d'avant, pour être à la fin d'année scolaire, donc on n'a pas encore de données à partager là-dessus. Donc ce que je vais vous présenter, ce sont les données des 3 temps, le début de la 5e primaire, la fin de la 5e primaire et le début de la 6e primaire. Donc 2 volets. Le premier volet, évolution des compétences sous l'angle, ici, réduit des performances. On a pris en compte, en plus des résultats au test, les notes que les élèves avaient dans leur bulletin, d'une part pour la lecture et d'autre part pour l'écriture. Et on est parti de la note de la fin de 4e primaire parce qu'en fin de 4e primaire, c'est une des étapes où il y a une épreuve ministérielle qui mesure les compétences en lecture. Épreuve ministérielle qui donne lieu à une note unique, mais l'épreuve comprend 2 parties, la lecture d'un texte, entre guillemets, littéraire et la lecture d'un texte informatif. Donc on a ici, mais je vais aller vite là-dessus parce que j'ai rassemblé les constats après, mais
des graphiques qui nous montrent l'évolution sur ces différentes périodes là, des résultats scolaires. Et ce que je veux surtout pointer, donc les premières à gauche ici en grisé, là, ça ce sont les résultats globaux. On voit donc sur les 4 temps ici une légère progression des résultats autour de 70%, mais on voit surtout ceci, à savoir pour les élèves, on a réparti après nos élèves sur 4 quartiles, fort, moyen, faible, très faible, les forts et les moyens avec une grande stabilité dans les résultats scolaires. De la note dans le bulletin, du début à la fin de l'année, elle est du même niveau pour ces élèves-là. Alors que, et ça c'est pas nous qui intervenons, c'est la note que mêle la personne enseignante. Hein. Pour les élèves plus faibles et pour les élèves très faibles, on voit là une légère progression. Ça c'était la note en lecture, et puis pour la note en écriture, on a un schéma similaire avec ici une très grande stabilité dans la note à travers l'année. On va voir que lorsqu'on a fait passer les tests, eh bien là, on a eu des résultats un peu différents. On n'a pas cette stabilité-là. On voit plus apparaître dans le test de début et de fin d'année une progression. Une progression, donc ici pour le test sur la lecture, en rouge, c'est le pourcentage d'élèves qui sont en dessous de la moyenne attendue. La batterie Adèle, c'est une notation sur 13, donc on a regardé 70% qui est attendu par le centre de service, donc en dessous de 9 sur 13, il y a quand même, au début de l'année, 66% d'élèves, donc 2 élèves sur 3 qui sont en dessous de la moyenne attendue, et puis on arrive quand même à la fin de la 5e primaire à 48%, donc on a et début de 6e, on repasse là, et en écriture, c'est différent pour le test Adèle, c'est ce qui est considéré comme attendu, comme score, et c'est pas sur 100, ça peut monter plus haut. Pour les élèves à ce niveau-là de scolaire, c'est entre 85 et 115. Donc on voit qu'en début d'année scolaire, il y a un peu plus de la moitié qui ne sont pas. Dans ce qui est attendu à la fin, au temps 2, la fin de la 5e primaire, on est descendu à 30%. Donc on voit bien là une autre image que celle des notes dans le bulletin. Je vais aller très vite là-dessus, aller directement sur les constats. Donc, selon les notes au bulletin, donc aussi autre élément intéressant, qui était un peu surprenant pour nous au début, c'est des notes assez similaires en lecture et en écriture. La moyenne générale, et puis pour les élèves, ils sont toujours à peu près dans la même zone de pourcentage pour la note en lecture et en écriture dans le bulletin scolaire. On voit aussi une grande stabilité, une légère progression, on l'a vu pour les plus faibles, enfin pour les faibles, pas pour les plus faibles. Selon les résultats au test, en lecture, une progression nette, du début à la fin. Mais quand même, en début de 6e, à peu près la moitié des élèves qui restent en dessous des attentes en compréhension d'un texte informatif. Nos préoccupations, littératie scolaire, lecture, écriture dans les différentes disciplines et tout ça, ils vont encore en lire des textes informatifs dans la suite de leur parcours scolaire. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'ils sont vraiment préparés à ça? On pourrait y revenir tout à l'heure, mais les enseignantes avec qui on a travaillé, titulaires au primaire, qui enseignent depuis 20 ans au primaire, nous disaient, en fait, je me suis rendu compte que je mets beaucoup l'accent sur la lecture de la littérature. Mais quand je travaille le cours de sciences, quand je travaille le cours d'histoire, souvent c'est moi-même qui compose des pages pour les élèves, parce que je les compose en fonction du niveau de compétence que je connais en lecture, et donc pour leur faciliter la tâche et leur faciliter l'acquisition des notions, je simplifie les choses. Et une enseignante me disait, je me rends compte que mes élèves ont terminé la 6e primaire et que je les ai jamais mis face à un vrai texte. Dans les autres matières scolaires, c'est moi qui ai conçu du matériel maison et ils ont travaillé en permanence là-dessus. Alors, je termine avec ça. Recomposition du rapport à la lecture. Donc, les mini-entrevues que nous réalisons avec les élèves en début et en fin d'année. On les questionne sur plusieurs éléments, mais là, j'en ai choisi 3 à vous présenter. L'évolution des objets de lecture préférés, les affects associés aux activités de lecture ou d'écriture libre ou évaluées, et la dimension sociale de la lecture. Alors, très rapidement, évolution des objets de lecture préférés. On propose aux élèves cette page avec les couvertures
d'un roman, d'un album, d'une bande dessinée, d'un livre documentaire et d'une revue. Ce sont les enseignants qui nous ont fourni ces objets-là en disant « moi ça c'est courant dans ma classe, c'est présent, les élèves peuvent avoir accès à tout ça ». Et on dit à l'élève « tu vas avoir ton temps de lecture libre, 15 minutes, qu'est-ce que tu choisis en priorité ?» Si tu as ce temps de lecture libre, est-ce que tu choisis en priorité un album, un roman, etc. Et on leur pose cette question en début d'année, en fin d'année, et puis l'année suivante, et on l'espère faire pendant 3 ans. Qu'est-ce qu'on remarque? Qu'il y a vraiment une année charnière, là, la 5e primaire chez nous, puisqu'il y a une évolution flagrante dans le choix des objets de lecture. Même si les enseignants au Québec aiment beaucoup travailler avec des albums, y compris en fin de primaire et même maintenant au secondaire. L'album, bon, il y a des choses extraordinaires, mais c'est très très populaire aussi dans les formations d'enseignants. Dans la tête des élèves, un album, c'est pour les petits. C'est ce qu'ils nous disent dans les entrevues. Hein? Ils évoquent souvent, dans les extraits d'entrevues, l'image qu'ils ont de personnes adultes qui ne lisent pas des albums. Les personnes adultes, ils lisent des vrais livres. Donc, on voit le roman, hein, c'est la ligne rouge, là, le roman qui est en progression, hein, passe de 41% d'élèves qui choisissent le roman en début de 5e primaire. En début de 6e primaire, on passe à 56% qui choisissent plutôt le roman. On a la décroissance complète de l'album et de la revue. Et puis, on a un phénomène intéressant, le documentaire qui vient concurrencer la bande dessinée. Et finalement, en début de 6e primaire, là, quand même encore à peu près un tiers des élèves qui, dans un choix spontané, ne vont pas aller vers un roman, mais vont aller davantage vers le documentaire ou la bande dessinée. Deuxième élément, à propos de ces mini-entrevues, et ça se présente de cette manière-là, les affects associés à la lecture libre ou évalués. On dit, tiens, lorsqu'on te laisse un temps de lecture libre en classe, celui que j'évoquais, comment tu te sens ? Tu fais la baboune, comme on dit au Québec, tu es heureux ou tu es indifférent, mais si tu dois faire une activité de lecture qui compte pour le bulletin, comment tu te sens? Pas content, content, indifférent. Alors, intéressant là, parce qu'on l'a fait à la fois pour la lecture et pour l'écriture. Donc à gauche, c'est l'activité libre. On voit qu'il y a à peu près 60% et que ça reste assez stable là aussi, entre le début de la 5e et la fin de la 5e, le début de la 6e, d'élèves qui se disent contents quand ils ont ce temps de lecture libre. Mais ça veut dire qu'il y a à nouveau mon 30, 33, 34, 35, presque 40% qui, lui, est plutôt indifférent ou pas content. Hein? Ça veut dire à peu près un élève sur 3 en moyenne qui ne va pas s'engager spontanément, avec plaisir, dans l'activité de temps de lecture libre. De là peut-être l'intérêt aussi d'avoir en partie ouvert à l'écriture ou bien de penser encore autrement les choses qu'on va faire à ce sujet-là. Et quand on passe à l'évaluation, sans surprise, on voit le rouge qui apparaît, hein, le pas content. Hein. Mais ce rouge, on est très curieux de voir ce que ça va donner en fin de 6e primaire, il diminue en début de 6e. Comme si les élèves commençaient à s'acclimater, à se rendre compte que parce qu'on est à l'école, on sait qu'il y aura de l'évaluation qui va être associée à la lecture. On n'est pas seulement dans le plaisir de lire. Donc, finalement, on a un peu moins d'affect négatif quand l'activité elle est évaluée, ou alors on se sent aussi plus confiant dans ses capacités. Et on voit que pour l'écriture, de manière un peu surprenante, ici, on voit une grosse évolution entre le début de la 5e et la fin de la 5e. Hein. On passe de 42, 43 à presque 70% d'élèves qui se disent contents s'ils ont une activité d'écriture libre. Mais quand on passe alors à l'écriture évaluée, on voit ici que le poids, évidemment, de l'écriture apparaît, mais moins fortement que pour la lecture. Ça, c'était une surprise aussi pour nous. Les élèves semblent accepter davantage l'idée que l'activité d'écriture, ça va aller de pair avec l'évaluation, que l'activité de lecture. J'avais encore 2 schémas à vous présenter sur une chose qui, moi, me passionne. C'est qu'on a aussi demandé aux élèves, on a cherché de l'information sur leur pratique en dehors de l'école, et par exemple, on leur a dit, est-ce qu'en dehors de l'école, il t'arrive de lire en compagnie de quelqu'un d'autre? Je ne suis pas seul à lire, je lis, mes parents sont là aussi, on fait un temps de lecture partagé, etc. Hein? Et puis on leur a demandé s'ils avaient l'occasion de lire à voix haute pour d'autres personnes. Intéressant de voir que, début de 5e primaire, presque 2 élèves sur 3 disent « oui, moi, j'ai l'occasion de lire avec d'autres personnes, en compagnie d'autres personnes ». Évidemment, ça diminue
en début, ici on a seulement 2 temps pour cette question-là, début de 6e, début de 5e, et avec qui je lis, essentiellement la fratrie, les amis, mais faire la lecture à voix haute, là aussi, j'imaginais pas, moi, qu'il y avait presque 2 élèves sur 3 de 10 ans qui disaient qu'ils faisaient la lecture à voix haute pour d'autres, et très souvent pour la fratrie. Intéressant parce que c'est peut-être un dispositif alors aussi qui pourrait être exploité davantage dans le contexte scolaire. Est-ce que je forme aussi mes élèves à aller faire de la lecture à voix haute aux plus petits de l'école et des choses comme ça? Est-ce que j'exploite cette chose-là? Donc, voilà. Et sans surprise, cette chose-là, cette pratique-là a tendance à disparaître quand on commence à grandir. Davantage. Donc on s'aperçoit que cette dimension sociale de la lecture, elle se recompose avec l'âge qui progresse. Donc davantage de lecture autonome, moins de lecture partagée, moins de lecture pour autrui. Donc en 5e, une période charnière dans ce que Barthes-Rabot appelle la carrière électorale d'une majorité d'élèves, des recompositions sur différentes dimensions. Une portion d'élèves, pas oubliée, environ un tiers, au profil différent, peu attirés par la lecture de romans, indifférents par rapport à l'activité de lecture libre. Une augmentation de l'intérêt pour l'écriture. Les affects négatifs associés à l'évaluation pèsent davantage pour la lecture que pour l'écriture. Conclusion. Que retenir de tout ceci dans une perspective de réfléchir aux pratiques d'enseignement? Premièrement, je l'ai souligné d'emblée, pour nous, ces prises d'informations, elles ne devraient pas être utiles uniquement aux chercheurs, elles devraient être prises en compte pour ajuster les dispositifs et les pratiques d'enseignement. Donc on a proposé aux enseignantes avec qui on a travaillé de travailler ensemble au départ de ces résultats, de voir ce qu'elles pourraient ajuster dans leur classe. C'est comme ça qu'est venue, entre autres, l'idée des coins écriture. Premièrement, la perspective que je proposais dès le titre, d'élargir la perspective, ça amène selon moi à porter davantage attention au contexte et aux pratiques de lecture-écriture des élèves en dehors de l'école, et pas seulement en tant que chercheurs. Donc maintenant, les enseignantes avec qui on a travaillé ont commencé à intégrer des pratiques plus régulières pour permettre aux élèves de partager quelles sont leurs pratiques de lecture et d'écriture en dehors de l'école. Et puis, on est toujours sur ces 2 dimensions, le lien avec ce qui se passe en dehors de l'école, mais aussi le lien avec ce qui se passe en dehors de la classe de français. Donc, réfléchir au contexte et aux pratiques de lecture et d'écriture propres à l'école, dans chacune des disciplines. Travailler avec les élèves sur les différents volets du monde de l'écrit. J'ai essayé de l'illustrer tout à l'heure. On ne travaille pas seulement des compétences techniques, mais on travaille aussi des institutions, on visite des lieux, on rencontre des acteurs et les transformations à l'ère numérique. Dans la dimension de littératie critique, aussi sensibiliser les élèves au pouvoir de l'écrit à l'école et en dehors, et faire un travail explicite avec eux sur ces questions-là. Réfléchir en tant que personne enseignante sur la classe et sur l'école en général en tant qu'environnement littéracier. Qu'est-ce qui se donne, comment j'aménage mon espace de classe, mais dans l'école en général, qu'est-ce qui se donne à lire sur les murs de l'école? Dans quelle langue, selon les contextes dans lesquels je travaille? Est-ce qu'on lit que du français? Est-ce qu'on voit une présence des autres langues quand on travaille en contexte plurilingue, etc. Je travaillais récemment avec des enseignants dans des communautés autochtones au Québec. La plupart du temps, la langue autochtone était absente des murs de l'école. Ils ont commencé à intégrer l'idée que maintenant, quand ils affichent un certain nombre de choses, ils vont ajouter des énoncés en langue autochtone dans l'affichage qui est destiné aux élèves. Même si certains de ces élèves ne connaissent pas eux-mêmes bien la langue autochtone en question. Mais elle est valorisée, présente dans ce qui est comme ça donné à lire, à voir dans l'école. Et puis, dernier élément, penser aussi la chose de manière plus large et écosystémique, donc penser aussi qu'il y a un système plus large dans lequel il y a d'autres personnes qui peuvent intervenir. Et j'illustrerai ça par un exemple éloquent. Une enseignante qui avait suivi le programme de formation au secondaire dans lequel j'intervenais me rapporte le fait qu'elle s'était rendue compte que dans son école secondaire, le concierge qui nettoie la salle de classe et les couloirs de l'école, qui était un jeune homme, avait souvent dans sa sacoche un livre.
et qu'au pause, il fumait une cigarette et il lisait un livre. Elle est allée le rencontrer, lui demander ce qu'il lisait, etc. Et puis elle lui a demandé s'il accepterait de venir présenter le livre qu'il lisait à ses élèves dans la classe. Pour un élève, que l'enseignante parle de lecture, elle est payée pour ça. Mais que le concierge vienne témoigner de son intérêt pour la lecture, du fait que pour lui c'était important, etc., ben, ça a changé en partie le regard de certains élèves sur la lecture. Voilà. Très bien, merci. I'm a big bad trumpet player.